question du français plutôt que des langues régionales. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on le dit dans de remarquables ouvrages francophones. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, pourtant ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Quand j'étais dans des classes préparatoires scientifiques, j'ai avalé une thèse sur l'histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine datée de 1918. Donc, je vais vous parler du rapport entre le français et l'alsacien dans chaque vallée des Vosges. Ensuite, j'ai fait différentes études qui n'avaient rien à voir avec tout ça. J'ai travaillé en entreprise le matin et le soir, je donnais des cours dans différentes écoles, pas à l'université, à Sciences Po, à l'ESCP, qui étaient de l'histoire ou de l'économie. Mais ça n'a pas empêché que c'était un souci permanent et que, par exemple, en entreprise, quand nous avons décidé de conquérir l'Amérique, ce qu'on a à peu près réussi, eh bien, j'ai pesé pour que ça se passe par le Québec et c'est ce qui s'est fait. Pas seulement par solidarité linguistique, mais aussi pour d'autres raisons que je pourrais vous expliquer si on me pose des questions. Et ce n'est qu'après ma retraite que j'ai pu écrire des livres et multiplier mes articles sur le français et l'analyse de la situation dans le monde. Alors je dis bien l'analyse de la situation et non pas la belle langue que je respecte, que j'essaie de pratiquer, mais il y a des gens qui sont bien plus forts que moi dans ce domaine. Par contre, il y a moins de gens qui savent ce qui se passe, je ne sais pas, dans la bourgeoisie malienne ou ailleurs. Voilà, donc j'ai fait un tour très rapide. Ensuite, je voulais parler de pourquoi la question se pose-t-elle. Eh bien, ce n'est pas la peine, M. Fetapalas vient d'en parler très bien. Donc, la question se pose pour des raisons que vous connaissez maintenant. Je vais passer rapidement aussi sur les mesures de protection du français. Alors, comme l'a dit M. Fetapalas, il y a un État, cet État fait des lois, et la plus connue, c'est la loi Toubon, il y a aussi la Constitution, qui disent que le français est la langue du pays. Il y a des lois plus ambiguës, comme la loi Fioraso, la clause Molière. Je répondrai aux questions sur ce sujet. Mais disons qu'il y a un État qui, pressé par certains, dont nous-mêmes, quand je dis nous, ce sont des associations de défense du français, je suis vice-président d'Avenir de la langue française, donc il y a un État qui peut faire des lois. Ensuite, ces lois sont-elles appliquées? Alors là, on retombe sur beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure. Il n'y a pas toujours de prestige, il y a le poids des agences de communication et il y a aussi l'ignorance parce que les juges, les magistrats que nous saisissons pour faire appliquer la loi Toubon, ils ne sont pas au courant. Alors il faut faire une longue bagarre contre des avocats tout à fait prestigieux en face et en général, nous perdons, mais pour des points tout à fait secondaires, pas sur le fond, mais ça n'a pas d'importance, c'est perdu. Et quelquefois, nous sommes pénalisés financièrement, et comme nous sommes une petite association, on ne peut pas multiplier les procès. Donc, si l'on regarde bien, et là je renvoie aux juristes et aux questions, si on regarde bien tous les attendus où nous avons perdu, ils sont contradictoires. C'est-à-dire que si nous avions la capacité de faire une sorte de procès global en reprenant tous les procès anciens, il est probable qu'on gagnerait. Mais ce n'est pas l'état d'esprit, ce n'est pas dans l'air du temps. Alors maintenant, je passe à un autre point. Je vais essayer de vous passer de partager l'écran, mais je ne vais pas y passer trop de temps. Si je n'y arrive pas tout de suite, non. Si je n'y arrive pas tout de suite, j'y renonce. Alors, je vous dis ce qu'il y a sur mon plan, il y a ce que je suis en train de vous dire, et puis il y a un petit dessin d'un formateur en entreprise, que j'en ai connu beaucoup, et qui dit « Il est tellement ridicule de parler français en France », il dit en anglais, bien sûr. Tous ces gens qui parlent de défi au lieu de dire challenge. Alors, challenge, c'est le mot que je déteste le plus parce que non seulement c'est un mot anglais qui ne dit rien de plus que le mot français, mais en plus, ça torture l'orthographe et la prononciation. Or, ça se répand. Donc, je passe sur ce point. Quelles sont les langues que l'on parle en France aujourd'hui? Alors, bon, la réponse simple, on parle français et quelques personnes connaissent l'anglais. Il y a le cas des langues régionales. Pour aller un peu plus vite, ce sont des langues qui méritent tout le respect et toute la défense qu'on a fait M. Fetapalas, mais qui, d'un point de vue statistique,
j'ai une formation parallèle de démographe, hein, qui est venue en plus pour m'amuser des autres formations. Et d'un point de vue démographique, elle pèse quand même de moins en moins. Alors, il y a des exceptions locales, il y a des villages basques, mais globalement, les langues en France, que ce soit les langues régionales ou que ce soit les langues de l'immigration, l'arabe dialectal, le berbère, l'italien, l'espagnol, le portugais, en général, elles ne sont pas transmises. Il y a quelques études de l'INSEE là-dessus, pas très fréquentes, mais enfin, de loin en loin, ça suffit pour voir l'évolution. Et on voit que toutes les langues autres que le français ne sont pas transmises dans les familles, ou ne sont transmises qu'à 50%, puis 25% en 2 générations et 12% en 3 générations, sauf une, c'est l'anglais. Il n'y a pas beaucoup de familles françaises bilingues, français-anglais, mais celles-là, elles transmettent l'anglais. Et alors, je passe à la transmission, je reprends ce que disait M. Vettin-Palace sur le rôle de l'école, l'évolution dans l'enseignement, ce qui explique que ça pourrait aller beaucoup plus vite que le gaulois, puisqu'il n'y avait pas de scolarisation obligatoire en latin à l'époque gauloise. Il fallait que quelqu'un veuille percer socialement. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui dans certains pays. Au Maghreb, jusqu'à présent, c'est en train d'évoluer un peu, pas beaucoup. Et pour percer, il fallait parler français. Sauf dans le domaine de la religion et du droit, où il fallait parler arabe. Puisque je vous rappelle que les Maghrébins ne parlent pas arabe. Ils parlent d'Adarja, ils parlent de berbère, plutôt les berbères et les Darja, c'est-à-dire des langues locales. Mais si on veut aujourd'hui percer dans le droit, dans la religion, c'est presque synonyme au Maghreb, il faut apprendre un arabe plus classique. Alors, je ne veux pas me battre sur ce que c'est qu'un arabe classique, qu'un arabe standard, qu'un arabe coranique, mais il faut bien parler. Et si on veut percer dans d'autres domaines, il faut parler français. Maintenant, cela commence un petit peu. Il y a une forte pression de l'anglais. Je vois par la presse un ambassadeur d'Angleterre ou d'Allemagne, un consul d'Angleterre ou d'Allemagne se promener, expliquer que c'est la langue de l'avenir, que le français c'est très beau, c'est culturel, c'est très bien, mais que c'est pas ça qui va vous ouvrir les portes du monde. Et alors quelquefois il est bien reçu et quelquefois il reçoit quelques remarques un peu cinglantes, notamment en Kabylie, qui est une zone relativement francophone en Algérie pour des raisons historiques. Je peux répondre à des questions là-dessus. Donc, pour résumer, le changement, c'est il y a une école. En France, il y a une école qui est en français. En Afrique, c'est plus nuancé, mais en général, le français est soit la langue unique, soit une des langues de l'école, dans la zone francophone, bien sûr. Et au Maghreb, c'est la langue de l'enseignement privé. Il y a de plus en plus d'enseignements privés anglophones, mais l'enseignement privé reste majoritairement français, et c'est lié avec le fait de réussir. Alors réussir soit en pointe pour devenir médecin ou autre, mais aussi pour devenir secrétaire, informaticien. Le travail de bureau de base, ce n'est pas à l'école publique qu'on apprend ça, qui est très mauvaise. Bon, pire qu'en France, si j'ose dire, c'est possible, hein, c'est possible d'être pire qu'en France. Et donc, dès qu'un ménage a 4 sous, il envoie ses enfants à l'école privée, qui est en général francophone. Donc, le rôle de l'école accélère des évolutions dans le bon sens pour le français ou dans le mauvais sens pour le français, suivant les endroits et les circonstances. Les raisons du progrès de l'anglais, là je suis le plan que vous avez peut-être vu, eh bien je ne vais pas m'y étendre parce qu'elles ont été très bien exposées tout à l'heure. Et néanmoins, je rajoute quelque chose, c'est que la dégradation d'école pour laquelle je suis assez sévère fait que les entreprises aujourd'hui, puisque je suis un ancien employeur et je suis gardé toujours des contacts et des lectures surtout, parce que les contacts se font rares dans ce milieu, on est obligé de multiplier la formation en français pour des nouveaux embauchés qui sont français. On est obligé de faire des tests, d'envoyer des formations complémentaires. Et ça a été mis encore plus en valeur qu'il y a quelques années avec l'usage des courriels. C'est-à-dire que l'intéressé doit écrire, et quand il écrit, on s'aperçoit qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, que logiquement, ça ne tient pas debout, qu'il y a des fautes d'orthographe. Donc, il y a
un échec relatif à l'apprentissage du français. Est-ce que c'est lié à l'apprentissage concomitant de l'anglais? Je ne crois pas, sauf techniquement, il n'y a pas de raison. Techniquement, quand on apprend une langue, ça aide à apprendre une autre. Donc, techniquement, il n'y a pas de raison. Mais il est possible que ce soit une attitude de l'enseignant, que ce soit un instituteur ou que ce soit un prof de grande école, qui a tendance à considérer que le français, c'est secondaire, c'est moins bien. C'est pas là-dessus qu'il faut faire des efforts. Donc, le côté psychologique, ce n'est pas un côté technique, puisque au contraire, comme je viens de le dire, apprendre le latin, apprendre l'anglais, apprendre l'allemand, ça aide aussi à bien parler français. Alors, en France, donc, et toujours à propos de l'anglais, nous avons un handicap de plus, c'est Bruxelles. Il est courant d'entendre dire autour de nous, oh, la langue de l'Europe, c'est l'anglais. Ça n'a aucun sens. Et on ne distingue pas vraiment ce qui s'y passe. À Bruxelles, il y a une génération au début de l'Europe à 6, où la génération qui était en place était francophone, c'est-à-dire avait appris le français à l'école ou était francophone de naissance. Ensuite, cette génération a disparu et elle a été remplacée par des gens qui ont appris le russe en Europe de l'Est, par des gens qui apprenaient l'anglais. Et au moment de la chute du mur, il y a eu un raz-de-marée de bourses pour l'Amérique. Alors, ce n'est pas seulement un complot américain, comme on le dit quelquefois, ce n'est pas seulement ça. Les Américains font leur devoir, c'est-à-dire qu'ils diffusent leur langue. Donc, ils le font volontairement. Mais en plus, il y a une foule d'actions particulières et des bourses d'université totalement indépendantes, qui n'obéissent pas au gouvernement américain. Il y a le fait pour l'Angleterre en Europe et pour l'Australie en Asie d'en faire une industrie. C'est-à-dire qu'on recrute l'Européen en Angleterre, on recrute l'Asiatique en Australie en disant « venez chez nous, ce sera formidable d'un point de vue qualité d'enseignement, bien sûr, ce qui peut se discuter, mais vous allez en plus savoir l'anglais, hors l'anglais, etc., etc. » Donc, vous avez une offensive qui n'est pas seulement une offensive d'État, mais qui est une offensive commerciale par tous les intéressés, complètement indépendants d'État. Et le dernier argument que l'on entend, notamment à Bruxelles, et qui a été repris à mon grand désagrément par les Échos, et je me suis un peu fâché avec eux à cette occasion, eh bien certes, il y a moins d'anglais dans l'Union européenne, puisque les Anglais sont partis. Mais c'est une occasion, au contraire, de choisir l'anglais comme langue européenne, parce que ça devient une langue neutre. En prenant l'anglais, on ne pourra pas dire qu'on favorise les Anglais, c'était largement le cas. Les Anglais sont d'excellents commerçants, et ils avaient eu un avantage financier extrêmement important à implanter l'anglais à Bruxelles. Il y a une étude là-dessus, et j'essaie de me souvenir du nom de l'auteur, ça me reviendra en cours de route. Donc, il y a eu des études montrant que l'usage de l'anglais à Bruxelles avait apporté aux entreprises anglaises, parce que l'Angleterre et les entreprises, c'est vraiment deux cousins, ce qui se comprend d'un point de vue politique anglaise, mais que du coup, ça avait rapporté énormément. Donc, premièrement, il y a probablement, bien que les Anglais ne soient plus là juridiquement, des groupes de pression qui continuent à avoir intérêt à ce que ça se passe en anglais. Et deuxièmement, il y a un nouvel argument qui dit les Anglais ne sont plus là, ça devient une langue neutre, et bien, sautons sur l'occasion. Alors là, je parle à des espérantistes, mais l'espéranto, bon, mais l'anglais, voilà quelque chose de neutre et de commun. Bon. C'est tout à fait discutable, comme vous en doutez, enfin du moins pour moi. Alors, tout ça est plutôt négatif. Il y a une chose qui est positive, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la francophonie. Alors la francophonie, ça va très vite. Parce que, alors je reviens à ce que je disais sur l'école dans une langue, quand l'école est dans une seule langue, que l'éducation est généralisée, on n'a pas besoin d'une autre langue dans la rue que celle de l'école, le changement de langue prend 3 générations. Ça s'est vu en Corse, ça s'est vu dans des provinces françaises, ça s'est vu un peu partout, ça s'est vu en Louisiane, qui était francophone et qui était anglophone. Il faut 3 générations, et en général,
la langue maternelle disparaît avec les grands-parents. On n'a plus personne à qui parler la langue maternelle. Avec les copains, on parle la langue de l'école. Quand les copains deviennent parents, eh bien, ils parlent la langue de l'école à leurs enfants. Il n'y a plus que les grands-parents pour maintenir la tradition, et quand elles disparaissent, c'est fini. Alors, ce n'est pas toujours vrai, il y a des familles très militantes, il y a des tas de cas particuliers, mais c'est quand même une tendance qui accélère le temps. 3 générations, c'est plus court que 5 siècles. Alors, je reviens à l'Afrique, parce qu'en Afrique, dans le secteur privé et dans une partie du secteur public, l'éducation se fait seulement en français. Alors, à partir de là, il y a 2 cas possibles. Soit il y a une langue locale dominante, ce qui est le cas au Sénégal avec le Wolof, et les gens sont bilingues, ils parlent Wolof et français. Soit il y a une multitude de langues, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas au Gabon, surtout au Cameroun. À ce moment-là, le français a un avantage de plus, c'est qu'il y a une langue commune. Donc, on l'apprend à l'école. Il devient langue maternelle là où il y a 3 générations scolarisées, ce qui commence à arriver de plus en plus vite actuellement. Et c'est en plus une langue nécessaire dans la rue, au marché, ailleurs, si on parle à quelqu'un d'une autre tribu. Alors, ce n'est pas le cas au Sénégal, ce n'est pas le cas dans de larges régions du Mali, mais c'est le cas dans certains pays. Le problème, enfin un problème dramatique, c'est que dans la zone sahélienne, où la scolarisation était justement en train de progresser, mais n'avait pas encore 3 générations, puisque c'était scolarisé beaucoup plus tard, les djihadistes, quand ils contrôlent le terrain, et en général, ils le contrôlent. Les Français donnent des coups de poing, et d'ailleurs se font reprocher par des habitants que ce sont seulement des coups de poing et non pas une occupation du terrain. Mais la France ne peut pas envoyer 1 million de militaires occuper le terrain. C'est le rôle des armées nationales. Bon, je ne veux pas dire du mal des armées nationales locales qui elles-mêmes dépendent de leur gouvernement local qui lui-même est souvent imparfait. Mais donc, dans les zones sous contrôle djihadiste, sous contrôle de fait, l'instituteur est obligé de partir, où il lui arrive des choses très désagréables. Le maire, les gendarmes sont obligés de partir. Les filles ne vont plus à l'école. Et les écoles sont souvent des écoles coraniques. Une école coranique, c'est une école où on apprend le Coran. Ce n'est pas une école où on apprend les mathématiques, le français, ni même la langue locale d'ailleurs. On apprend le Coran. Pourquoi? D'abord, c'est la tradition. Ensuite, il y a une opinion bien ancrée selon laquelle les parents d'enfants connaissant le Coran par cœur vont au paradis. Ah, voilà un argument commercial qui n'existe pas pour le français. Donc, c'est un point négatif. Si j'oublie une seconde ce point négatif, l'accélération de la démographie africaine, le nombre d'enfants par femme est passé de 7-8 à 4-5. Mais 5, c'est quand même une multiplication par 2,5 fois à chaque génération, et les générations sont courtes. Donc, le nombre de gens scolarisés en français augmente très vite, et comme ça a commencé il y a quand même un certain temps, le nombre de gens scolarisés en français depuis 3 générations augmente très vite aussi. Alors, quand je parle de tout cela, les militants du français en France me disent « Mais qu'est-ce que ça peut faire les 10 ou 20 ou même 100 millions d'Africains de plus qui parlent français? Est-ce que ça va nous aider en France ?» Alors, effectivement, pas directement. Cela dit, ça donne aux Français un rôle international, ça maintient son rôle international, qui était très vaste, qu'il a en partie perdu et qui est en partie maintenu par le fait qu'il y ait plusieurs États, enfin, qu'il y ait de nombreux États qui ont le français comme langue officielle. Donc, ça maintient un prestige d'une part. Deuxièmement, ça maintient une nécessité commerciale dans des entreprises internationales. Donc, le fait que l'Afrique parle de plus en plus français, ça aide indirectement le français en France. Et pour conclure, je vais faire un point d'interrogation sur la traduction automatique. La traduction automatique est la mauvaise presse, mais elle a fait d'énormes progrès. La traduction automatique écrite, elle
elle est presque parfaite. On peut en discuter, c'est vrai dans les domaines techniques, ingénieur, médecin, c'est moins vrai dans le domaine juridique et c'est moins vrai dans le domaine littéraire, mais quand même, les progrès sont vraiment fantastiques. Je suis à la fois quelqu'un d'attentif aux langues et quelqu'un qui s'intéresse aux questions techniques qu'il y a derrière. Donc, ça fait des progrès très rapides. Évidemment, quand j'en parle à des interprètes, et je suis mal reçu. Les interprètes pensent que ça tue leur métier et que c'est jamais aussi bien que ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Et ça, je leur laisse volontiers. Mais pour beaucoup d'usages courants, ça devrait diminuer si ça se répand. Ça devrait diminuer la pression d'anglais. Alors, une deuxième étape, dont on est à la moitié, c'est la traduction orale. Je vous parle en français, vous me recevez en anglais, en allemand, etc. Et réciproquement. Ça existe, ça fait des progrès, mais on est encore beaucoup plus loin d'un usage généralisé. Voilà. Donc, en conclusion, je partage un peu l'opinion mitigée de Michel Feltapalas. Nous avons des atouts, nous avons un État, nous avons une école même imparfaite, nous avons la francophonie, mais en sens inverse, il y a tous les facteurs que j'ai énumérés et qui nourrissent l'inquiétude, en tout cas qui devraient nourrir une réaction positive de notre part. Puisque l'avenir, c'est nous qui le ferons, c'est nous qui le ferons comme dans n'importe quel autre domaine. Voilà, donc je suis modérément optimiste.